Bienvenue sur le module 3 de Basic Skill Bloc 1. Nous allons faire une recherche, analyser et vérifier une information avec les outils numériques et des outils IA. Dans un premier temps, nous allons partir sur la vision du Togo digital qui exprime la transformation numérique comme n'étant pas une simple limite par rapport aux outils, mais une exigence d'une évolution des pratiques de travail à une autonomie critique pour améliorer le service public. Alors, ça concerne directement ce module dans la mesure où dans ce module, il nous faut avoir une posture, il nous faut avoir une méthode et il nous faut avoir un esprit critique par rapport aux outils qu'on va utiliser et surtout par rapport aux résultats qu'on va avoir par rapport à l'exploitation de l'IA surtout. Alors, sur les fondamentaux du numérique, on a eu à voir deux modules. Comment naviguer avec méthode avec le numérique, comment organiser son espace de travail et le module qui nous concerne, c'est comment vérifier l'information avec l'IA. À la fin de ce module, il nous restera deux modules sur comment apprendre en continu et enfin, comment maintenir une veille stratégique. Dans ce module, ce que vous allez maîtriser aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons voir comment formuler, c'est-à-dire transformer une demande qui est vague en une question de recherche claire et précise. Sur l'utilisation de l'IA, on va parler de prompting. Ensuite, il nous faut faire ce qu'on appelle la triangulation. Ça appelle à avoir un esprit critique, alors en choisissant des mots-clés qui soient adaptés, mais surtout comparer plusieurs sources institutionnelles sur des résultats et sur des résultats qui sont produits par une ou plusieurs IA. Après, nous allons tout simplement voir comment être assisté par une IA pour reformuler et résumer, par exemple, une note, faire une synthèse, sans pour autant se confier à son jugement. Sur l'utilisation de l'IA, nous devons être au début et à la fin. Nous devons bien formuler la demande, mais nous devons aussi avoir un esprit critique par rapport aux résultats qui nous sont donnés. Avoir un esprit critique, c'est tout simplement pouvoir détecter, c'est-à-dire repérer les signes d'une information fragile. Donc, quand il n'y a pas de source, quand les dates ne sont pas précises et quand il y a une contradiction par rapport à plusieurs outils, là, on doit pouvoir quand même détecter ou avoir une alerte par rapport à l'information qui nous est donnée. Et nous allons terminer par la rédaction, par exemple, de synthèses qui sont sourcées, directement utilisables pour informer la hiérarchie. Allons sur un défi avec Maoli. Alors, Maoli est un agent de la direction régionale qui est dans un contexte précis. Alors, il dispose d'un ordinateur encore qui est partagé et d'un smartphone, mais il est surchargé d'informations via WhatsApp. Sa mission, elle est simple. Il doit préparer une note courte sur un sujet urgent demandé par sa hiérarchie. Alors, sur ce sujet-là, il y a plusieurs informations contradictoires qui sont en train de circuler et il se doit d'utiliser un moteur de recherche et un ou plusieurs outils IA pour gagner du temps. Attention, il y a un piège. Il doit absolument éviter de produire une synthèse fausse ou non vérifiée qui induirait malheureusement son chef de service en erreur. Nous allons aller sur la mise en œuvre. Sur la mise en œuvre, on a une rumeur urgente. Une rumeur circule. Une procédure d'accueil a été changée. Alors, dans un premier temps, nous allons essayer de rechercher les sources officielles et classer leur fiabilité, privilégier la méthode. Ça, c'est l'agent de vérification qui va le faire. Ensuite, nous allons avoir une personne, malheureusement, qui a tout simplement eu l'information et qui va vouloir le diffuser immédiatement. C'est le collègue pressé. Malheureusement, il va diffuser immédiatement la première information trouvée, peut-être sur WhatsApp, et privilégier la vitesse qu'à la fiabilité. Alors, sur la mise en situation, on a notre assistant IA qui va nous permettre tout simplement de reformuler les réponses possibles, mais qui doit pouvoir nous signaler ses propres limites. Donc, quand il y a plus d'informations à jour par rapport à sa base de connaissances, on doit pouvoir savoir est-ce que les informations sont à jour ou non. Et enfin, sur la mise en situation, il y a le chef de service. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de valider l'information uniquement si les sources sont fiables et les limites sont clairement exposées. Par rapport à cette mise en situation et par rapport au travail qu'on aura à faire, il y aura plusieurs théories, en l'occurrence 7. On va commencer par la première théorie qu'on appelle la théorie d'une mauvaise information. Cette théorie concerne 3 acteurs. D'abord, l'usager, ensuite l'équipe, ensuite l'institution. Alors, dans l'administration, rechercher une information, ce n'est pas une activité secondaire.
Donc, c'est une compétence qui exige rigueur et esprit critique. Commençons par l'usager. Alors, si on a une orientation qui est mauvaise ou bien une information qui est erronée, cela va entraîner tout simplement une erreur au niveau du service public qui va devenir défaillant. Au niveau de l'équipe, alors, si on a par exemple une note qui est imprécise ou bien une consigne qui est mal comprise, cela pourrait paralyser en fait les opérations de bureau. Et enfin, par rapport à l'institution, au regard des informations qui vont être diffusées, donc si elles ne sont pas vérifiées, ça pourrait être des fake news, c'est-à-dire des informations qui sont fausses. Et malheureusement, cela pourrait provoquer une perte immédiate de la confiance envers cette administration-là. Donc, quand on diffuse une information, cela a un coût derrière. Et surtout quand l'information elle est mauvaise, ça pourrait faire de sorte qu'en fait, qu'on perde carrément notre confiance en soi. Passons à la deuxième théorie. C'est la théorie de la demande vague. Alors, pour éviter une demande vague, il faut essayer d'aller du problème vers la solution et se faire avec la recherche de précision. D'abord, quand on a un problème, il faut regarder par exemple sur le problème-là comment faire une recherche. Je donne un exemple très simple. J'ai dit papier de naissance Togo, comme on l'a fait dans une des démonstrations qu'on a eu à faire. Les résultats peuvent être par exemple un bruit institutionnel, des rumeurs ou un forum non précis. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mettre l'action. On doit définir une question de recherche claire. On doit choisir des mots-clés administratifs et ciblés. Cette action-là va nous mener à une solution, c'est-à-dire la solution, c'est tout simplement avoir une recherche précise. Acte de naissance, procédure mairie, site officiel ministère. Et là, les résultats pourront être des sources institutionnelles documentées de référence. Alors, ou bien qui sont dans un cadre légal. Passons à une troisième théorie qui est le principe de la triangulation. Il est simple ce principe-là. D'abord, pour maintenir la vérité, avoir trois choses. D'abord, des sources qui soient officielles. Ce doit être des sites du gouvernement ou bien des journaux officiels. Et tous ces éléments-là doivent rester dans le cadre légal. Ensuite, on doit avoir tout simplement des sources complémentaires. On a des notes de service, on a des manuels comme par exemple le manuel de l'ENA, ou bien on a des applications, par exemple des règles administratives, par exemple comme le code du travail, ainsi de suite. Alors, et enfin, on doit avoir des sources qui soient médiatiques, fiables, ou bien des sources qui soient pédagogiques. Là, en fait, on peut avoir un article de presse qui soit reconnu, un article scientifique, tout simplement, ou bien une exploitation de l'explication, par exemple, du contexte. Alors, la règle d'or, elle est simple. Il faut toujours croiser au moins 2 à 3 sources sérieuses, repérer s'il y a des contradictions et enfin, revenir à un canal le plus proche de l'autorité compétente. Passons maintenant à la quatrième théorie qui passe par l'anatomie d'une source d'information. Alors, comment repérer tout simplement les signes d'une information fragile? D'abord par l'URL. Est-ce que le domaine est gouvernemental? Est-ce qu'on a un point .gouv? Est-ce qu'on a un point .tg? Est-ce qu'on a un blog obscur? Est-ce qu'on a un site de confiance? On doit pouvoir le savoir dans un premier temps si on a du HTTP, comme là au niveau de l'URL. HTTPS, on peut se dire que le serveur, il est sécurisé. Mais si on a un domaine qui n'est pas forcément dans le domaine de nos recherches, on peut commencer à se poser des questions. Deuxièmement, c'est au niveau de l'origine et de l'auteur. Alors, qui en parle? Quelle est son autorité sur le sujet? Est-ce que c'est une personne qui maîtrise, une entité de confiance par rapport au domaine sur lequel il est en train de s'exprimer? Alors, une information économique dans un journal qui parle d'économie, ça a tout son sens. Mais une information économique, par exemple, dans un journal qui parle de sport, on peut se poser des questions. Ensuite, on va passer à la date. Quand est-ce que l'information a été donnée? Est-elle récente? Est-ce qu'on a une date précise? Est-elle ancienne? Est-elle toujours de rigueur? Donc, la date. Ensuite, on va regarder le contenu en elle-même. Le contenu, en fait, y a-t-il une affirmation trop généraliste ou des affirmations contradictoires? On va voir tout de suite comment faire un bon prompt et comment on peut, par exemple, avec juste une vérification avec les IA ou bien avec des outils différents, voir s'il y a des contradictions ou non. On va terminer maintenant par la preuve. Alors, si le site a ses propres sources, par exemple des lois, des codes, alors des articles de référence, ça permet d'avoir une certaine preuve par rapport à l'information et en fait, elle peut tout simplement nous conforter dans la véracité de cette information et dans sa fiabilité.
Passons maintenant à la théorie 5. Une IA doit être votre assistant, mais l'IA n'est pas un oracle. Il ne faut jamais prendre tout ce qui est donné par une IA comme étant parole d'évangile. Ne confiez jamais à une IA votre jugement final professionnel. Vous devez être au début et à la fin. Nous allons d'abord voir dans un premier temps ce que l'IA sait bien faire. D'abord, quand on fait une reformulation. Reformuler un texte qui est complexe dans un domaine bien défini, sans pour autant inventer des informations. Ça, c'est un premier. Le deuxième, c'est faire un résumé par rapport à un document qui est fourni. Encore, on lui demande tout simplement de rester dans le cadre. Parfois aussi, sur les plans et structurer par exemple une idée, l'IA, pour nous permettre de vaincre ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Donc, proposer un plan ou structurer par exemple une idée. Et enfin, sur les explications de concepts techniques par rapport à une personne, par rapport à une entité, par rapport à un domaine, on peut reformuler une explication. Par exemple, j'explique le concept d'IA générative à un mécanicien. Je peux lui demander de me reformuler l'explication pour un sportif, de réexpliquer par exemple pour une personne qui est dans l'administration. Il va essayer de reprendre les mêmes mots, mais tout simplement en les adaptant par rapport à un contexte. Maintenant, il y a des choses sur lesquelles l'IA peut constituer un danger. Quand on fait par exemple du copier-coller, quand on a un résultat au niveau de l'IA et qu'on n'a pas une vérification humaine et qu'on prend cela comme acquis, ça peut être dangereux. Dans une première mesure, tout ce qui est copié au sein d'une IA porte une signature et parfois aussi l'IA fait ce qu'on appelle des hallucinations. Parfois même, elle crée des informations. Donc, on en vient à la deuxième. Attention aux hallucinations. Ce sont ce qu'on appelle des références qui sont inventées et elles sont tellement proches de ce que vous recherchez que si vous ne faites pas une vérification, ça pourrait tout simplement vous mener à votre perte. Alors, la dernière chose, il y en a plusieurs, mais on n'en cite que cela dans un premier temps. Alors, l'IA n'est pas une autorité officielle ou légale. Il faut tout le temps vérifier avec des sources ou lui demander de donner les sources pour pouvoir vérifier par vous-même les informations qu'il vous donne. Passons à la théorie 6, avec comment rédiger un prompt. D'abord, pour rédiger un prompt, il y a 4 éléments. D'abord, le contexte. On doit mettre le cadre sur lequel, en fait, on va faire le travail ou bien on va donner la tâche. Ensuite, l'objectif, c'est la tâche. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, un contexte, par exemple, je suis un agent de l'administration publique au Togo. Donc, ou bien je suis expert en gestion des projets. Ou bien en tant qu'expert en pédagogie, écris-moi ou bien fais-moi tel ou tel. Donc, il faut lui donner carrément le rôle, le contexte sur lequel il doit travailler. Deuxièmement, on doit lui donner un objectif. La tâche, elle doit être précise et concise. Alors, aide-moi par exemple à structurer une note de synthèse. On a l'objectif, la tâche, on a le public. Alors, la tâche que vous allez faire là, c'est destiné à qui? Comment il doit être sorti? Est-ce que je dois avoir une vidéo? Est-ce que je dois avoir une image, un schéma pour expliquer? Est-ce que je dois avoir une note de service? Est-ce que je dois avoir un mail? C'est à vous de lui dire, voici le document que je veux avoir en retour. Et voici le public qui est visé. Donc, si on a le public, ensuite, on termine par le format. Donc, le format ici, par exemple, on a une réponse en 3 points. On peut lui demander une réponse sous format d'un mail ou bien on peut lui demander de faire une synthèse. Mais ce qu'il est absolument interdit de faire en termes d'administration, ne saisissez jamais des données qui concernent des informations confidentielles dans un outil IA public, qu'elles soient publiques même ou privées. Même si on a des garanties par rapport à des abonnements qu'on peut avoir sur des IA, essayez de travailler au maximum sans pour autant divulguer les informations sensibles. Chaque fois, ce qu'il faut faire, c'est utiliser des données anonymisées ou des exemples fictifs. Par exemple, j'ai une liste de personnes avec nom, prénom, adresse, âge, taille et autres, et je dois faire, par exemple, sur un formulaire, je dois pouvoir analyser les retours de ces personnes-là. Dans un premier temps, j'élimine tout ce qui est nom, prénom, je leur donne des numéros. Je crée une liste avec des numéros, chaque numéro correspondant à une personne. C'est la liste avec des numéros que je vais prendre. Et cette liste-là, c'est ça que je vais donner à l'IA pour qu'elle me traite tout simplement les informations. Mais jamais la liste contenant des informations sensibles. Alors, pour terminer avec la théorie 6, nous allons essayer de passer par la pratique. On va essayer d'abord de passer par ce qu'on appelle les IA génératives qui peuvent être tout simplement nos assistants par rapport aux travaux qu'on doit pouvoir faire. On va commencer par celui le plus célèbre, c'est tout simplement ChatGPT. Alors ici, j'ouvre ChatGPT. Donc quand je clique sur le premier lien, même si c'est sponsorisé, c'est le bon lien.
Alors, et sur ChatGPT, on va tout simplement écrire un prompt. Un prompt, c'est la manière dont on va poser la question à l'IA pour qu'elle nous réponde. Et on reprend les mêmes concepts, même si les mots diffèrent un peu. Donc, il nous faut un rôle, il nous faut l'objectif, il nous faut un contexte et il nous faut un format attendu. Maintenant, il nous donne un exemple qu'on va essayer d'étudier, donc un exemple professionnel. Je le copie et je remets cet exemple-là. Donc, c'est au niveau de la barre c'est au niveau de cette barre-là que je vais mettre tout simplement mes questions ou bien mon prompt. Alors, je lui dis, agis comme un expert en droit. Je veux que tu m'aides à résumer les lois sur les contrats de stage. Donc, base-toi sur le code du travail au Togo. Ta réponse doit être sous la forme d'un document Word généré. Utilise un ton professionnel en une page. Alors, ce qui se fait, il va faire un travail et ça va prendre un petit temps. Là, en fait, par exemple, j'ai le temps qui a été imparti à ce travail-là. Et en fait, il y a un fichier qui a été généré. Bon, j'aime bien quand c'est en Word, mais en fait, pour ne pas avoir à l'ouvrir autre part, je lui demande de me générer ça en format PDF. Là, il a mis 33 secondes. Et ce qui se passe, c'est quoi? Alors, j'ai mon PDF qui est là, qui est prêt. Et vous l'aurez vu, au niveau de l'URL, on a les règles de nommage qui sont respectées, à peu près, sur l'utilité au moins. Donc, voici ma première version qui est donnée au niveau de chat. On a un résumé des règles applicables et on voit de manière grossière quand même le numéro de la loi des stages, donc qui date de 18 juin 2021. On va avoir, par exemple, un tableau récapitulatif avec les types de stages qui existent, stage d'études, stage de qualification et d'expérience. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire la même chose avec une autre IA et vous allez voir qu'en fait, les éléments, on va le faire avec Claude IA qui est dans une pente ascendante par rapport à une montée quand même en puissance non négligeable. Et quand je clique sur Code, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que j'ai presque la même configuration, les mêmes éléments qui apparaissent, tout simplement. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement recoller, par exemple, mon code et je lui demande de me faire le travail. Donc ici, c'est ce qui a été fait. Donc, je lui ai demandé de faire le travail. Il me fait un résumé de tout ce qu'il a eu à voir et voici le résumé en fait, du texte. Donc, c'est un doc, certes, mais si vous voyez bien, on va avoir la même loi qui va être citée. Alors là, il y a une petite différence. Il me parle de 22 juillet 2021, alors que là-bas, j'avais 18 juillet 2021. Alors, il me parle de stage académique, stage professionnel. Mais en fait, on a la définition et la nature juridique, les conditions de forme du contenu, ainsi de suite. Alors, je vais encore refaire exactement la même chose, mais avec une autre IA que l'on oublie en général, mais qui est disponible sur nos différents Gmail. Donc, je vais faire l'exemple ici. Alors, on peut taper Gemini si on veut, d'accord? Et ça passe. Je vais avoir exactement la même interface. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ici, quand je colle mon prompt, le même prompt, vous voyez, j'essaie de faire la triangulation. On va avoir tout simplement le même résultat. Donc ici, on a le résumé juridique. Et là encore, à la différence près, on a 18 juin 2021. Tout à l'heure, on a 2 fois 18 juin et on a aussi 22 juin. Il y a une certaine différence. Mais au fait, sur le fond, on a les deux types de stages qui reviennent. Stage d'études, stage de qualification et d'expérience professionnelle. Les paramètres légaux, n'est-ce pas? Le statut juridique sur les rémunérations et les fins de stage. Donc là, on a 3 versions sur un document qui nous permet quand même de faire une triangulation et de prendre en fait la meilleure version pour notre hiérarchie, par exemple. Passons à la théorie 7 sur la structure de synthèse administrative. Par exemple, quand on va demander de faire une synthèse, on peut lui demander de faire un rendu final qui doit être court, donc utile et traçable. En quelques lignes, tout simplement. D'abord, le sujet, l'objectif précis de la recherche, les informations qui doivent être retenues, le fait de vérifier de manière concise. On doit avoir aussi des sources, une source principale. On lui demande par exemple sur le document qu'il a fait de donner les liens ou les références exactes sur lesquelles il s'est basé pour assurer une traçabilité et protéger surtout l'agent. Et on doit lui demander ce qui constitue ses limites éventuelles. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont incertaines? Est-ce qu'il y a des choses qui restent à vérifier? Et enfin, faites une recommandation, une action proposée par exemple par la hiérarchie. Donc ça c'est une théorie certes, mais en fait, c'est juste un élément qui pourrait vous permettre de faire une structuration d'une synthèse administrative par rapport à une tâche qui vous est demandée. On est presque arrivé au terme de ce module. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est faire une petite matrice sur les erreurs fréquentes et remédiation.
Donc, la matrice d'analyse nous permet de voir un peu, de manière, on a juste pris 4 erreurs qu'on peut observer et 4 remédiations. On peut en faire plusieurs. Alors, les erreurs fréquentes qu'on peut observer, par exemple, d'abord, ça concerne les copies. Donc, quand on copie une réponse d'IA, parce qu'elle est, par exemple, à votre avis, bien écrite, ça peut constituer une erreur en même. Il faut tout le temps demander à l'IA de vérifier, en fait, la source. D'accord? Donc, si on a les sources, nous pouvons vérifier manuellement si ces sources sont exactes, si elles sont d'actualité. Et enfin, on pourra peut-être reformuler, en fait, dans un contexte de service. La deuxième erreur qui est tout le temps observée en utilisant l'IA, c'est confondre l'opinion et le conseil. Alors, et les règles officielles. Attention, il faut tout le temps surligner les verbes. Distinguer doit, c'est une règle, et pourrait, c'est une opinion. Sur le résultat qui est donné, ça peut être une subtilité, mais l'IA considère que vous comprenez très bien en fait, ce que ça veut dire, la différence entre les deux là. Donc, quand on en doit, donc c'est une règle. Quand on en pourrait, c'est l'opinion que se fait l'IA par rapport à la tâche qui nous est donnée. Alors, la troisième erreur, c'est par rapport aux liens en général. Donc, on peut oublier de garder les liens qui sont consultés. Alors, la contre-mesure et la remédiation, elle est très simple. Il faut tout simplement créer une fiche de source dès le début de la recherche ou au sein même de la réponse qui va être générée, lui demander de mettre les liens sources. C'est la manière la plus simple en général de retrouver tout simplement les sources de son travail. Enfin, on va terminer par les données en fait internes. Attention, sur les données internes dans l'IA. Il faut tout le temps travailler avec des données qui sont anonymisées. Ne jamais mettre les données réelles dans une IA. Même si c'est une IA qui est privée, ça peut créer des problèmes. Et ça nous pousse à enfreindre certaines lois sur la protection des données personnelles. Nous voici presque à la fin de ce module. Nous allons passer maintenant à l'étude de cas, qui va simuler tout simplement la réponse d'une IA parfaite. Quand on a une réponse d'une IA, ça donne le plus souvent une explication qui peut sembler extrêmement claire sur une procédure, par exemple, administrative, mais ne cite, par exemple, aucune source. Alors, si un collègue propose de la copier directement dans une note interne destinée à un usager, parce qu'elle est bien écrite, là, il y a problème. Alors, on peut lui poser plusieurs questions. Alors, ici, d'abord, quel est le problème réel dans un premier temps? Essayez de répondre à ça. Ensuite, la deuxième question, par rapport à l'information, quelle information manque-t-il pour prendre une décision? La troisième question concernera les gestes professionnels. Quels sont les gestes professionnels qu'il faut appliquer immédiatement? Et enfin, avant de faire la transmission, que doit-on transmettre au responsable final? Prenez le temps de relire l'étude de cas, prenez note et essayez de répondre à ces différentes questions. Vous allez tout simplement corriger à votre formateur à la fin. Passons maintenant au TP, qui se veut simple. On a le défi de la note de vérification. L'objectif est simple, produire une preuve courte mais solide de votre compétence de recherche et d'analyse. La consigne se met sur plusieurs points. D'abord, le premier point, sur le choix de l'information. Donc, on doit choisir une information professionnelle à vérifier liée à votre service. Vous avez une tâche, vous avez un lien, vous avez un document qui vous a déjà été demandé. Prenez ce document-là, prenez cette tâche-là et essayez de trouver des informations professionnelles par rapport à cette tâche. La deuxième consigne, c'est d'utiliser le moins de ressources distinctes. Au moins 3, 2 à 3, pour pouvoir faire la triangulation. Si vous avez la possibilité, la troisième consigne, c'est de pouvoir utiliser une IA pour structurer l'analyse, sans lui confier forcément en fait les faits. Alors, et pour terminer, on ne doit mettre aucune donnée confidentielle dans cet outil IA. Le format de retour de ce TP-là doit se faire en une page au maximum, avec un texte clair, avec des exemples liés aux sources. Passons au deuxième TP. Ce TP concerne les livrables et les critères de réussite. Le rendu attendu, dans un premier temps, c'est avoir une question de départ clairement formulée, en respectant, bien sûr, le prompting. Ensuite, c'est le sourcing, c'est-à-dire la liste des sources qui ont été consultées avec les liens de vérification. Ensuite, on doit avoir une aide par rapport à une IA avec un prompt. Et enfin, on doit avoir les informations finales, donc qui sont retenues avec des faits et des interprétations. Et enfin, identifier les limites par rapport à cette réponse-là. Donc, on a une recommandation finale qui doit être faite sur 5 lignes pour votre hiérarchie. Alors, les critères de réussite par rapport à ce TP, il y en a 3. Donc, d'abord, la pertinence de votre question. Les sources, elles
sont-elles vérifiables et institutionnelles? Et est-ce que l'usage de l'IA a été responsable et sécurisé? Alors, la prudence et de rigueur par rapport à ces recommandations-là. Bienvenue dans la validation des acquis. Passons d'abord par les fondamentaux avec 5 questions. Mettez la vidéo sur pause, prenez une note et essayez de répondre à ces 5 questions. La première étape d'une recherche est quoi? La triangulation, elle consiste à faire quoi? L'IA doit être utilisée comment? Un bon prompt précise quoi? Et une réponse IA peut être dangereuse si elle est comment? Voici les réponses à ces différentes questions. À vous de les commenter et de remettre en question les réponses que vous avez déjà données si elles sont fausses. Passons à la deuxième validation des acquis au niveau de l'application. On continue le quiz avec les questions qui vont de 6 à 10. Dans quelle note administrative il faut absolument garder quoi? Une page de blog non officielle peut être utile. Pourquoi? Une diffusion récente est jugée comment? Dans un outil IA, il faut strictement éviter de saisir quoi? Et quelle est la compétence finale de ce module? Voici la réponse à ces différentes questions. À vous de les vérifier et de remettre en question vos réponses si elles sont fausses. Voici un débriefing et une auto-évaluation opérationnelle. L'objectif ici, c'est de ne pas avoir un score, c'est de regarder les compétences et les capacités. Voici les phrases par lesquelles vous devez répondre par pas encore, avec aide ou seul. Je peux. D'abord, transformer une demande vague en une question de recherche claire. Choisir les mots-clés adaptés et comparer plusieurs sources. Utiliser l'IA pour reformuler sans lui confier le jugement final. Repérer les signes d'une information fragile, s'il y a absence de source ou date floue. Produire une courte synthèse sourcée utilisable dans mon administration. L'action, elle est simple. Identifier la ligne où vous n'êtes pas seul. C'est votre priorité de reprise. Alors, voici une petite carte mentale par rapport à ce module qui nous donne tout simplement le flux de vérification. Vous voici au terme de ce module. Maintenant, nous avons un TP qui se veut un transfert de poste que vous devez faire dans les 48 heures. Vous devez appliquer la méthode de triangulation sur une information reçue dans votre service. Rédiger le retour de 10 lignes sur cette expérience. Une bonne synthèse administrative protège l'agent. Elle montre que l'information n'a pas été inventée, qu'elle a été rigoureusement vérifiée, qu'elle peut être validée en toute confiance par la hiérarchie. Bravo, vous avez fini ce module. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour le module 4.